toutes, vraiment. Pandémie, qui sont les gagnants et les perdants de la crise? À partir de 12h55, rendez-vous avec notre invité, l'économiste Robert Boyer, auteur de Les capitalismes à l'épreuve de la pandémie, à la découverte, qui invite à ne pas se tromper de diagnostic. Mais d'abord, un design pop et ludique, mais pas sans profondeur ni intériorité. Nathalie Crasset publie aujourd'hui The Drawing Center, les trognes aux presses du réel, et présente sa nouvelle création, l'Archipel tonique, dans l'École normale supérieure Paris-Saclay. Elle est surtout notre invitée à écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard, si vous le souhaitez, à la réécoute ou en podcast sur le site franceculture.fr. La grande table. Olivia Gesbert. Femme d'intérieur bien rangée, Nathalie Crasset, bonjour. Bonjour. On va vous poser la question. Comment décrire votre espace mental, votre espace intérieur? Est-ce que tout est bien ordonné en ce moment? Ah non, il est loin d'être ordonné. J'aime justement, moi je suis partie de mon village qui s'appelle Normé, et donc depuis ce jour, j'essaie au contraire de trouver une démarche qui m'est singulière et qui en fait passe par la remise en cause en fait plutôt de tout ce qui nous entoure pour faire un pas de côté et essayer de construire quelque chose qui me paraît plus adapté à la vie d'aujourd'hui. Ça veut dire que travailler sans normes, c'est s'inventer de nouvelles contraintes? Voilà, c'est s'inventer de nouveaux horizons. Je pense que l'essentiel, c'est d'avoir des visions, d'avoir l'envie de se projeter. Et aujourd'hui, c'est très important d'avoir envie de se projeter. Vous vous projetez où? Vous, jusqu'où? Alors, je me suis projetée à travers mes projets, bien sûr, jusqu'alors, jusqu'à ce premier confinement, où ce livre, en fait, c'était l'idée de, justement, plus se projeter comme on le fait avec l'outil professionnel, mais se projeter à l'intérieur de soi. Donc, c'est un peu la nature intérieure que je dévoile. J'avais jamais eu le temps de me poser vraiment, d'avoir des temps longs pour faire sortir cet imaginaire qui était à l'intérieur de moi, que je mets normalement en petite dose dans les projets, mais là, c'est quelque chose de complètement différent. Donc, c'est complètement nouveau pour moi. Et ça n'a pas été vertigineux? Si, ça a été vertigineux, parce que quelquefois, je regarde les dessins, j'ai l'impression que ce n'est pas moi qui les ai dessinés. Donc, il y a eu quelque chose d'assez important. Je mettais la musique de Compromat, qui est en boucle. Et j'aimais bien ce petit rituel, tous les matins, de prendre 3 heures à dessiner. J'ai rempli des carnets et des carnets. Voilà, et c'est ma façon d'intérioriser, mais aussi de plutôt dépasser ces moments d'anxiété et de prise de conscience de notre fragilité, en quelque sorte. Vous vous êtes laissé habiter par quoi, en fait? Occupé par quoi? Alors, j'étais confinée dans la forêt, donc chez une amie, donc j'étais complètement occupée par l'arrivée du printemps, par notre relation, une petite communauté de 12 personnes. Voilà, c'était ça notre quotidien. Et puis par l'idée de parler de l'après, puisque c'est un nouveau monde qui est en train d'apparaître. Et donc, j'aime bien réfléchir à ce nouveau monde. Mais donc, il y avait des sons à l'intérieur de vous, ou des rêves plutôt. Qu'est-ce qui vous a habité pendant ces moments-là? Ces moments de retraite, en fait, à l'intérieur de vous-même. Il y a des choses qui sont revenues, je pense, qui sont des souvenirs. Et puis, il y a toujours, en fait, dans mon cas, l'idée de dépasser ça et d'aller proposer des choses, puisque je suis forcément quelqu'un qui est dans le projet. En fait, je vois le monde sous forme de projet. C'est pour ça que je suis designer, parce que c'est ma façon d'appréhender les choses. Vous racontez que vous avez expérimenté différents types de vie dans votre vie, de différents types de vie en communauté. Celle de votre enfance dans ce petit village du Creuset avec 80 habitants, puis un lieu de vie, les anciens ateliers de Belleville où vivaient une dizaine de familles. Et enfin, à l'occasion de ce premier confinement, dans une ferme avec cette amie. Avec le confinement, est-ce que vous avez le sentiment que le foyer est devenu l'espace social de référence? Le foyer est toujours un espace de référence. C'est forcé, et c'est pour ça que c'est très compliqué de ne pas en avoir. Parce que si on n'a pas de foyer, on ne peut pas justement aller de l'avant. Je pense que ça, c'est nécessaire.
Mais ça ne doit pas être que ça. Moi, je me suis battue depuis de nombreuses années pour essayer de combattre cet aspect cocon de la famille, puisqu'en fait, c'est un cocon qui nous enferme, et souvent dans le côté de surprotection qu'il propose. Voilà, donc ma première action a été déjà d'essayer d'apporter beaucoup de flexibilité, beaucoup de vivre ensemble et de partage dans ce cocon, de façon à faire en fait, de pas être inactif à la maison. Je pense que c'est ça qui est l'important, c'est d'avoir une capacité d'action, une capacité d'évoluer et d'expérimenter déjà à la maison pour après pouvoir se sentir plus à l'aise pour le faire à l'extérieur. Et c'est vrai que quand on dit foyer, qu'on en ait un ou pas, quand on se projette dans un foyer, on pense tout de suite refuge, cocon, coquille, confort, comme l'évoquait d'ailleurs Le Corbusier en 1963. J'ai été dominé par la bête homme et femme, n'est-ce pas, et enfants, par le centre familial qui est la famille, n'est-ce pas, le foyer, c'est plutôt le foyer, c'est le vrai mot, c'est de donner à l'être humain sa coquille, hein. Et c'est, quoi que ce soit, j'ai pour mon usage personnel, j'ai un château en Côte d'Azur qui a 3,66 m par 3,66 m. C'était pour ma femme, c'était épatant, je crois. J'étais extravagant dedans, de confort, de gentillesse, etc. Pour mon usage personnel, dans ce même château, j'ai à 13 mètres de là sur une plate-bande. La maison à moi, elle a 1,90 m par 4 mètres. C'est des planches de chantier qu'on a mises ensemble et puis ça va, je suis fort bien. 3,66 m sur 3,66 m par rapport à ce studio, je ne sais pas ce que ça fait exactement. Ouais, c'est plus petit. C'est la moitié à peu près. C'est pas tant l'espace qui compte en fait. C'est pas la taille de l'espace qui compte, c'est la façon, c'est ce qu'on y projette en fait. Il y a un très beau texte de Marc Auger sur la cabane justement, qui est la cabane pour faire des choses. C'est pas une cabane pour se protéger. C'est avant tout, ça a toujours été la cabane un outil pour faire des choses. La cabane du jardinier, la cabane. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est cette capacité à être actif qui est intéressant dans la cabane. Mais qu'est-ce qui fait le foyer? Parce que vous avez tout de suite évoqué le mot de famille. Oui, c'est une famille, mais ça peut être une famille, sa famille, ou ça peut être une famille choisie aussi, puisqu'on a plein de façons de faire famille aujourd'hui. Ce que vous avez fait du coup, à l'occasion de ce premier confinement en tout cas, oui. Pour le deuxième, ça a été un peu différent? Alors pour le deuxième, je suis à Paris, donc c'est complètement différent. Et là, j'essaie de me projeter, non pas dans mon fort intérieur, mais plutôt dans cette idée de trouver les outils pour réfléchir plutôt à une habitabilité plus grande en fait. Et il se trouve qu'en ce moment, j'ai plusieurs projets sur des maisons, sur des lieux. Et donc, voilà, c'est un peu autour de ça que je porte mon attention. Parce que je suis quelqu'un qui, normalement, voyage énormément et qui est boulimique de projets. Et là, du coup, j'ai plus le temps de préparer et de réfléchir. La communauté, pour vous, c'est quoi? C'est plutôt un chasse-pline? C'est l'occasion de ne pas être seul, de ne pas être confronté à ses propres angoisses intérieures, comme vous évoquiez tout à l'heure, ce repli que vous avez opéré, ou au contraire, on peut mieux se retrouver quand on est entouré? La communauté, c'est avoir confiance de nouveau, puisqu'en fait, on vit en société. Vivre en société, ça veut dire déléguer une partie des choses aux autres qu'on ne connaît pas forcément. Or, une communauté, on connaît tout le monde, on sait le rôle de chacun, et ça veut dire qu'on va avoir une confiance en chacun d'entre eux, et qu'on va avoir confiance au collectif. Donc en fait, c'est retrouver des petites échelles sous forme de communauté est essentiel aujourd'hui, puisqu'on a besoin de cette confiance en fait pour avancer. Et pourtant, le propre du confinement, le jeu ou l'enjeu du confinement, ça a été justement de nous couper de cette grande communauté qui est la communauté nationale, puis les plus petites communautés qui nous entourent, donc celle des amis, des familles, la communauté qu'on forme au travail. Comment recréer des interactions sociales dans un moment où elles sont jugées dangereuses, où elles sont aussi mal perçues, mal taxées, ces interactions? Oui, mais ce confinement, ça a d'abord l'effet de nous rendre conscients de notre faiblesse. Donc, et ça a eu l'effet d'arrêter tout le monde en même temps. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très, très important. Et je pense que tout le monde s'est mis à réfléchir. Avant, je pense qu'il y avait qu'une petite partie qui était en train de réfléchir à l'après. Aujourd'hui, tout le monde, personne ne peut ignorer qu'on doit fonctionner différemment. Donc ça, c'est l'avantage du confinement. C'est un espèce de déclic que tout le monde peut se saisir maintenant, à partir de maintenant, de l'idée de changer et de trouver les outils dans son propre métier et trouver aussi les terrains d'action pour faire ces changements. Alors on est privilégié, on est gâté, vous l'avez dit de toute façon en ouverture aussi, dans la manière qu'on a eue de pouvoir vivre ce confinement, à partir du moment où déjà on a un toit, la possibilité de choisir aussi
aussi avec qui on va se confiner. Néanmoins, est-ce que vous avez le sentiment que vous, cette expérience-là, la première et puis la seconde qu'on vit actuellement, est en train de vous changer profondément, changer aussi votre perception de votre pratique, de votre métier, qu'est le design? Oui, bien sûr, parce que le design, je pense, est avant tout social. On a toujours voulu l'écarter un petit peu de ces notions-là, en ajoutant plutôt en donnant plutôt des connotations, on va dire, esthétiques. Je pense que vraiment le design est social et par nécessité critique. Donc, on a cette capacité de questionner les choses, de faire un pas de côté, comme dans nombre de mes projets, pour essayer de faire projet. Et donc là, c'est de passer à l'action. Donc, le design, c'est une attitude. Et aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est changer l'attitude. C'est un peu cette idée de... On a l'impression qu'on est sur un piédestal et il faut retrouver, tomber de ce piédestal. Vraiment, c'est cette image que j'aimerais donner. Et pour avoir une relation beaucoup plus sereine, non seulement avec les gens qui sont autour de nous, mais aussi avec l'environnement total. C'est-à-dire, vous voyez, c'est pas qu'une notion d'interaction entre humains, c'est aussi une interaction plus globale qui est à l'œuvre aujourd'hui. Et c'est ça qui est passionnant. Une affaire de cohabitation aussi. Ouais. Vos trognes, qui sont aujourd'hui publiés dans ce livre aux presses du Réel, ce sont tous ces dessins que vous avez réalisés presque frénétiquement, vous le disiez, une centaine, des milliers de dessins sur des blocs-notes pendant ce premier confinement. Et vos trognes, elles sont pleines de gestes aujourd'hui interdits, de bras à rallonge qui s'enlacent, de mains qui fusionnent comme un vaste réseau de connexions. Ces images-là, ces flashs presque psychédéliques, vous les avez rêvés, elles sont sorties, c'était comme des flashs instantanés que vous avez posés sur le papier. Oui, c'est un peu comme une écriture automatique. En fait, une idée en appelait une autre, et puis le dessin arrivait assez par fluidité, comme ça, par saccade, en fait, je dois dire. Oui, c'est un peu ce système-là qui s'est mis en place. Elles sont aujourd'hui rassemblées dans ce livre. Ces dessins ne sont pas légendés. Du coup, vous les avez agencés, organisés pour en faire une histoire. Qu'est-ce qui ressort de cet ensemble pour vous quand vous feuilletez vous-même vos blocs-notes, ce livre? Qu'est-ce qui s'en dégage? Je laisse l'interprétation libre, en fait. J'ai pas encore très bien analysé, si ce n'est que c'est quelque chose d'un peu nouveau. Donc, j'essaie d'extraire certains passages. J'en fais des petites animations, des petits films. J'en ai d'autres que je vais sortir pour en faire des formes, leur donner une matérialité. Voilà, ça devient une espèce de compost joyeux, on va dire, à utiliser. Ça devient aussi un peu un âge d'or des relations humaines, telles qu'on peut les espérer ou les repenser. Oui, je pense qu'on est dans une période très intéressante, très, très inquiétante, mais en même temps très intéressante, puisque dans mon métier, j'ai toujours eu cette envie de construire. Mais alors, aujourd'hui, on sait qu'on ne peut pas tellement compter sur la technologie. En tout cas, ce n'est pas ce qu'on a envie de faire. On n'a pas envie de se baser sur l'évolution de la technologie pour construire, mais on a besoin de réfléchir de façon plus vaste. Et on a besoin de s'entourer aussi de penseurs. Or, je voudrais simplement dire qu'en France, on est bien équipés, on ne le sait pas, mais on est bien équipés justement pour penser ces moments de rupture. On a une pensée qui est assez forte. Et il faudrait arriver à faire en sorte d'utiliser toute cette pensée, de ces nouveaux écologues politiques qui arrivent et qui nous aident en fait aussi à prendre nos pas pour construire ce monde de demain. Pour penser à un nouveau modèle de société. Alors, il faudrait peut-être que ceux qui pensent, ceux qui structurent cette pensée puissent après aller éclairer les décisions politiques. Vous avez affaire à elles dans votre boulot, dans votre pratique, à la décision politique? Oui, j'ai fait un certain nombre de projets qui sont inscrits dans la ville, par exemple. Je peux parler d'une aire de jeu qui a été installée à Nation, avec cette idée de questionner en fait ces aires de jeu qui sont des objets industrialisés qu'on voit partout dans le monde, et de proposer quelque chose qui soit beaucoup plus artistique, quelque chose de singulier, quelque chose qui va permettre de qualifier le quartier, revenir un petit peu aux aires de jeu qui étaient là dans les années 60-70, parce que je pense que c'est très important
important que les nouvelles générations voient cette générosité et puissent aussi appréhender quelque part. C'est les premiers contacts avec la prise de risque, un aire de jeu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut aussi qu'on arrive à sortir des aires de jeu qui ne soient pas complètement normées, en fait, qui ont aussi une bouffée d'imaginaire. Vous voyez ce que je veux dire? Et on ne sente pas simplement la contrainte, mais on sent plutôt la générosité, l'invention. Parce que je pense que les enfants, les nouvelles générations lisent ça et c'est leur premier contact en fait un petit peu avec cette idée de balance entre la prise de risque et le plaisir qu'on peut en prendre. Voilà, l'envie peut-être aussi de pousser les murs pour vous, de sortir de cette échelle intérieure pour aller vous confronter et repenser ce que peuvent être nos environnements plus largement. On parlait de ces images que vous avez dessinées, de ces trognes qui sont là rassemblées dans ce livre qui paraît aux presses du réel, Nathalie Crasset, vous les avez dessinés, le tout en musique, enfin vous le disiez, sur une musique, celle du duo fondé par Rebecca Warrior et Vitalik, Compromat. Ici, un extrait avec Adèle Haenel, la comédienne, extrait de l'album paru l'an passé, Träume und Existenz. Le ciel est noir, mon ami, mais j'y vois clair et la pluie. Der Regen wäscht uns von allen Sünden. La vie est flamme, mon amour, et le vent souffle chaque jour. Der Wind bläst, uns daran zu erinnern, dass wir uns lieben. Les nuits sont longues, mon amante, comme une ivresse obsédante. Diese Nächte sind ein paar Augenblicke der Ewigkeit. Le long du fleuve, mon âme sœur, du haut des cimes aux profondeurs. Der Wind bläst, uns daran zu erinnern, dass wir uns lieben. De mon âme à ton âme. 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 France Culture, La Grande Table, Olivia Gesbert. Le ciel est noir, mon ami, mais j'y vois clair et la pluie. Der Regen wäscht uns von allen Sünden. La vie est flamme, mon amour, et le vent souffle chaque jour. Der Wind bläst, uns daran zu erinnern, dass wir uns lieben. Les nuits sont longues, mon amante, comme une ivresse obsédante. Diese Nächte sind ein Extrait de l'album Träume und Existenz de Compromat avec ce titre « De mon âme à mon âme ». Voilà, vous dites que ces dessins sont comme des polaroïdes de votre cerveau, Nathalie Crasset, dessins rassemblés dans ce livre, The Drawing Center, les trognes aux presses du réel, avec ce côté rêve existentiel, un rêve d'une nouvelle cohabitation entre toutes les formes du vivant, entre les hommes et la nature qui vous a entouré durant ce premier confinement, que vous avez expérimenté ce nouveau lien et qu'on retrouve dans ces dessins avec des extensions humaines qui se végétalisent à certains endroits. C'est important pour vous aujourd'hui que l'on renoue ce lien avec la nature, ce lien qui a été perdu. Et vous venez, vous le disiez, d'un village, donc Oui.
Vous avez aussi grandi dans Mais c'est cet pas environnement. simplement renouer, c'est changer complètement de relation, en fait. C'est ça qui est le grand enjeu, je pense, aujourd'hui. Et c'est ça qui est intéressant, en fait. Je pense qu'il vaut mieux partir de ce principe-là. Il vaut mieux partir du principe aussi, un peu comme l'explique Émilie H, de voir ce à quoi on tient aujourd'hui. C'est-à-dire, on ne va pas donner des responsabilités. C'est plus le temps. Il faut faire autre chose. Vous voyez, il faut passer à cette idée de pragmatisme, de construction et mettre toutes nos énergies ensemble pour arriver à évoluer. Il n'est plus le temps de faire le bilan. Maintenant, il faut y aller. Alors du coup, cet archipel tonique, cet espace que vous avez pensé à l'École normale supérieure Paris-Saclay, il répond à cela déjà ou ça c'est une création, un espace pensé avant et Alors, vous en voyez déjà les c'est défauts? C'est un espace, on va dire, plutôt pensé avant, mais qui parle d'habitabilité, d'habitabilité collective, Donc, le bâtiment a été fait par Enzo Piano, c'est un immense atrium. Et l'idée, c'est que quand on entre dans cet atrium, on a l'impression qu'on est dans un liquide orange, puisque le sol est en résine orange. Et j'ai simplement eu l'idée de poser des îlots qu'on peut déplacer, en fait. Ils sont les îlots de convivialité pour ramener une centralité dans cet grand ensemble et proposer différentes façons de s'asseoir, d'une façon beaucoup plus informelle, aussi pouvoir, pourquoi pas, choisir la façon de s'asseoir en prenant des assises qui sont mobiles, type pouf, et organiser aussi son espace. Des espaces transformables, métamorphosables, comme beaucoup d'objets que vous avez pu réaliser jusqu'ici, des lampes bien sûr, mais jusqu'aux meubles en kit, comme le fameux self-made seat, cet art de la transformation que vous pratiquez, en permettant aux objets de se recomposer, aux formes d'évoluer. Vous créez toujours cette esthétique qui est aussi ludique et qui nous ramène un peu à notre enfance avec les jeux de construction en fait. Alors ludique, ça veut dire expérimenter le monde. Donc aujourd'hui, on a vraiment besoin d'expérimenter le monde, de créer plein de petits laboratoires, comme ça, des petites plateformes où on va construire différemment et appréhender la chose. Donc, vous voyez, le design, ça sert à ça, c'est avoir ce sens critique, avoir la capacité de se projeter, mais aussi avoir le pragmatisme, le sens pratique pour arriver à construire les choses sous forme de projets simples à comprendre et à mettre en place. Donc, le ludique n'exclut pas ou n'empêche pas le social et le critique que vous évoquiez tout à l'heure? Non, au contraire, non, c'est juste une façon de le faire. On va réécouter la voix de quelqu'un que vous connaissez bien, c'est le designer Philippe Starck. On parlait d'invention des espaces et des identités, d'innover et d'inventer, mais à quelle fin? Voici sa réponse. Créer un produit pour le produit n'a strictement aucun intérêt. Il y a déjà 10 000 chaises où on est très bien assis. La matière n'est pas intéressante en soi, elle n'est intéressante que parce qu'elle peut raconter aux gens, parce qu'elle peut porter d'autres, l'espèce de petit message, petite profondeur, l'espèce de petite surprise. Après, moi, l'esthétique ne m'intéresse pas. Alors, quelqu'un qui dirait « c'est beau, c'est pas beau », ça m'intéresse très moyennement. Par contre, quelqu'un qui passe dans la rue et qui voit un de mes immeubles, qui fait « tiens ». Ça, c'est incroyablement différent quand même de ce qui se fait. Tout d'un coup, il se passe un petit truc, il se passe une espèce de clonk entre l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. Tout d'un coup, on rentre dans il y a un petit morceau de surréalisme, de poésie, d'impossibilité réalisée, de choses comme ça. J'aime beaucoup l'idée d'impossibilité réalisée. Après, le type, il reprend ma brosse à dents, il fait mais une brosse à dents, quelque chose d'aussi humble, ça peut être différent. Mais alors pourquoi ma vie ne serait pas différente? Pourquoi je ne me réintéresserais pas à moi, à mes amis, à mes frères, à ma ville, à ma société, à ma civilisation? Et donc là, si c'est vrai, si ça marche, autrement dit, si le type est passé devant sans dire « c'est beau, c'est pas beau, ce dont je me fous », mais si tout d'un coup il s'est mis en travail lui-même, si tout d'un coup il a cessé d'être un spectateur, un consommateur bâillant, et si tout d'un coup il redevient un acteur de la société, dans ce cas-là, j'ai fait mon boulot. Donc je lui ai créé des surprises qui, j'espère, ont donné un terrain fertile afin que enfin on revive. Voilà, alors sans être designement correct, comme on peut être politiquement correct, Nathalie Crasset, est-ce que vous croyez vraiment à ça, qu'une brosse à dents peut rouvrir le champ des possibles? Oui, tout peut. Non, on peut le faire à différentes échelles. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que, mais le savoir-faire du designer, il se trouve autour de l'expérience quotidienne. C'est ça qui est intéressant. Donc, en effet, appréhender un outil qui est une brosse à dents peut changer les choses. Dans chaque chose, il peut y avoir cette mise en avant de l'idée de changer et de faire attention aux choses, de prendre soin et d'interagir différemment.
Alors, votre collaboration avec Philippe Starck, elle vous a aussi appris à intégrer dans votre pratique, dans votre travail, la technologie. Mais au fond, vous diriez, comme lui, sur ce qui peut vous réveiller une idée, provoquer une envie chez vous de créer ou d'innover ou d'inventer quelque chose. Qu'est-ce qui vous intéresse, en fait, si c'est pas le beau, la matière, hein? Alors, c'est surtout pas la technologie, parce que la technologie, à l'époque, c'était déjà l'idée d'être domestiquée. Aujourd'hui, on peut même plus parler de la domestication, parce qu'elle est là autour de nous, hein. Donc, il faut justement essayer de changer d'attitude, justement, et de travailler plus sur cette idée d'interaction entre l'humain et la nature. C'est ça qui va nous guider, en fait, en quelque sorte. Moi, j'ai toujours fait des projets qui étaient plutôt autour du vivre ensemble, et toujours dans l'idée de donner du potentiel. C'est-à-dire que les objets doivent être porteurs plutôt de potentiel, c'est-à-dire ne pas enfermer dans une fonction. Je pense que ça, c'est la moindre des choses, mais plutôt être révélateur d'un potentiel d'agir, un potentiel d'évoluer, un potentiel pour s'émanciper. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Donc, c'est en effet redonner aux gens la possibilité d'être acteurs, mais aujourd'hui, il faut même aller plus loin que ça. C'est quelquefois aussi aider les gens à de nouveau s'inscrire dans un projet de vie. Et ça, c'est encore plus compliqué, plus profond. Une intention plutôt qu'une fonctionnalité, ou une intentionnalité plutôt qu'une fonctionnalité. Et pour terminer là-dessus, projet de vie, il en est question, vous dites, vous réfléchissez aussi à votre manière, à votre échelle, à ce que serait le monde d'après, à la manière de le composer, de l'organiser, voire de l'aménager. Vous avez le sentiment que ce projet de vie, en ce moment, beaucoup long, qu'on arrive à se projeter, qu'il y a ce besoin de changer jusqu'à nos intérieurs pour pouvoir passer à ce monde d'après. Oui, mais c'est pas forcément à l'intérieur. Je pense que ça va aller plus loin que ça. Donc, je peux citer plein d'exemples. En ce moment, je travaille sur la maison Design pour tous, par exemple, avec un bailleur social qui va justement redonner un contact au sol. Si on a une maison aujourd'hui, c'est quoi la différence entre vivre dans un bâtiment qui est haut et une maison individuelle? C'est le fait qu'on a le contact avec le sol. Vous voyez, donc la maison que j'ai dessinée est très simple, mais en même temps, elle a une serre, elle est ancrée dans le sol, parce qu'il n'y a rien de mieux aujourd'hui que de retrouver le contact et de faire pousser ses légumes, voyez, pour changer notre notion de dépendance, vous voyez, c'est-à-dire pour passer justement à un autre paradigme. Donc, il y a aussi l'idée d'accueillir les gens, l'hospitalité collective. Je suis en train de travailler sur des lieux qu'on aurait appelés hôtels avant, mais qui ne sont plus des hôtels, puisqu'aujourd'hui, c'est plus cette catégorie, et on pourrait inviter là à être en fait avoir une hospitalité collective, mais multi-espèces, c'est-à-dire qu'on est sur un territoire, on est embarqués tous ensemble, l'humain, le végétal, l'animal, et voilà, et on va apprendre à connaître ça. Donc ça va redonner une certaine compréhension de ces interconnexions qui est essentielle. Merci beaucoup à vous, Nathalie Crasset. On espère que tout ça va se mettre en place et en forme, et que vous viendrez peut-être colorer, végétaliser un peu ce studio prochainement. Merci d'être passé autour de cette grande table. Merci.